Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un couple de millionnaires abattus dans leur salon. C'était de loin la scène la plus sanglante que j'ai jamais vue. On ne s'attend pas à un événement d'une telle ampleur dans une petite ville comme Hanford. Une ville tranquille se retrouve en proie à la terreur. Est-ce qu'on a affaire à un groupe de forcenés qui tirent sur n'importe qui? Je ne dormais plus que d'un œil. J'ai mis du temps à retrouver le sommeil. Le mal prend un visage inquiétant. Je n'ai trouvé chez eux aucun remords pour ce qu'ils avaient fait. Sur les terres agricoles les plus fertiles pousse parfois de la pourriture. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Nous sommes dans la vallée de San Joaquin, en Californie, 5 jours avant Noël. Tiffany Yoakum, jeune étudiante de 21 ans, fait une découverte macabre dans la ferme familiale. La police se précipite chez les Yoakum dans la communauté agricole de Hanford. C'est une région rurale, au milieu de nulle part. Les voisins les plus proches se trouvent à 1 ou 2 kilomètres. On est vraiment en plein champ. À l'intérieur, le spectacle est abominable. Il y avait une femme assise dans un fauteuil. Sa tête avait presque complètement explosé. Son mari était allongé par terre sur le dos, la tête baignant dans une mare de sang. Les victimes sont Ray Yoakum, 58 ans, et son épouse Gail. Un couple riche et connu dans la région. À l'armée, j'ai travaillé dans le service médical, donc j'ai vu beaucoup de sang. Mais là, c'était de loin la scène la plus sanglante que j'ai jamais vue. Il semble que Gail ait été abattue la première. Elle était assise, à lire le journal sans se douter de rien. Elle était en robe de chambre. Elle n'a rien vu arriver. Le coup a été tiré depuis la cuisine. La balle a traversé une lampe et l'a touché à la tête. Les enquêteurs pensent que son mari, Ray, était assis à table lorsque le coup de feu l'a surpris. Il semblerait que lorsque le coup est parti, la détonation l'a fait sursauter et il a renversé la table. On a trouvé une tasse de café par terre. Ray a reçu une balle dans la tête, une dans la poitrine et plusieurs dans le bras. Il était clair que l'assassin n'aimait pas du tout les Yoakum. On imagine aisément un massacre pareil se produire dans les rues chaudes de Los Angeles, mais pas au milieu des champs dans ce coin de la Californie. Les rêves de paix bucolique sont bien loin. On a retrouvé 2 cartouches vides sous le bar et une dans le broyeur de l'évier, au-dessus des pluchures de carottes. Les blessures de Ray semblent avoir été causées par un fusil automatique de calibre 22, mais celles de Gail proviennent d'une arme de plus gros calibre. Cette arme avait vraiment fait de gros dégâts. Ça ne pouvait pas provenir d'un calibre 22. Pour les enquêteurs, 2 armes signifient 2 tueurs. Mais sans trace, l'enquête a du mal à démarrer. C'est d'autant plus frustrant qu'on a affaire à des meurtriers qui ont pris le temps de nettoyer la scène de crime après leur passage. Les seules empreintes retrouvées dans la maison sont celles des victimes, de leur fille Tiffany et de leur fils Kevin, 18 ans, qui vit à l'autre bout de la ville. Les seules empreintes que j'ai trouvées étaient celles de la famille. J'étais vraiment frustré de ne rien trouver d'autre dans une maison aussi grande. On ne savait pas dans quelle direction chercher. La maison ne comporte aucune trace d'effraction. Mais là encore, dans un endroit comme Hanford, les voisins se font une entière confiance et il n'est pas difficile d'entrer dans les maisons. Gail et Ray Yoakum, comme beaucoup de gens à cette époque-là, surtout à la campagne, ne fermaient pas leurs portes à clé. Apparemment, le meurtre n'était pas la seule intention des criminels. On a retrouvé les tiroirs et les armoires ouverts, des papiers et des objets par terre. Apparemment, quelqu'un cherchait quelque chose dans cette maison. Ça aurait pu être un cambriolage qui avait mal tourné. J'avais déjà été appelé dans cette maison pour des cambriolages. Le vol concernait de petites choses. Des bijoux, des colliers, des bracelets, des montres, des bagues. Les enquêteurs interrogent les voisins. Mais les fermes sont très éloignées les unes des autres. Et personne n'a rien vu ni entendu.
Toute la famille était sous le choc. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tiffany explique à la police que lorsqu'elle a quitté la maison vers 19h, son père regardait la télé et sa mère tricotait. 3 heures plus tard, elle retrouvait ses parents assassinés. Tiffany n'avait aucune idée de qui avait pu faire une chose pareille. J'ai vu Tiffany le soir du drame. Elle ne parlait pas. Elle pleurait. Elle était abasourdie. Elle était en pleine détresse. Les enquêteurs doivent savoir si c'est à cause de leur fortune que les Yoakum ont été pris pour cible. Le patrimoine de la famille de Ray s'élève à près de 18 millions de dollars. Il possède également un bar à Hanford, 2 restaurants à Morro Bay et plusieurs propriétés en location. On a eu un peu peur, on avait beaucoup d'argent, on était assez populaire et on connaissait tout le monde. Ray et Gail étaient multimillionnaires et leurs 250 hectares de terre valaient à eux seuls plus de 4 millions de dollars. Dans leur communauté, leur fortune était très importante. Et ils participaient à tous les événements régionaux. À Hanford, en Californie, il existe un grand fossé entre les familles aisées, qui possèdent les terres, et les gens moins riches, qui y travaillent. Ça aurait pu être un ouvrier mécontent, on ne savait pas. Ce n'était que des suppositions. Mais il y a aussi des rumeurs sur un mobile plus sombre. Il existait une sorte de culte satanique dans la région, des agissements et des croyances bizarres qui auraient pu mener à une tragédie comme celle-ci. On en arrivait à se demander, suis-je en sécurité chez moi? Ou a-t-on affaire à quelqu'un qui abat ses victimes au hasard? Lorsque l'affaire est rendue publique, les habitants de la vallée prennent l'habitude de fermer leurs portes à clé et de garder en permanence une arme à portée de main. C'était une affaire sans précédent. Les gens étaient vraiment choqués par la brutalité de ce double meurtre. Vous savez, Hanford était une petite ville agricole très tranquille. Il ne se passait pas grand-chose à Hanford. Il y avait un vieux cinéma, mais à part ça, tout se passait surtout le vendredi, comme les matchs de foot ou de basket. C'était une petite communauté où tous les habitants avaient grandi ensemble. On vivait au même endroit pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc on se connaissait tous et on était presque tous bons amis. Le fait que des gens comme eux, importants et appréciés, soient abattus dans leur propre maison, a installé un sentiment d'insécurité, surtout chez ceux qui vivaient en pleine campagne. Mais la police n'a rien pour rassurer les habitants. Ni suspect, ni mobile, et pas la moindre piste. Les Yoakum étaient sans doute rois sur leur terre. Mais lorsqu'on vit sur un terrain de 250 hectares, personne ne peut entendre crier. Une vengeance diabolique rôde dans les champs de coton de Hanford. Cette affaire sans précédent va mettre les nerfs de la police à rude épreuve. 5 jours avant Noël, Ray et Gail Yoakum sont assassinés dans leur maison en pleine vallée centrale, en Californie. On ne s'attend pas à un événement d'une telle ampleur dans une petite ville comme Hanford, en plein cœur de la Californie. Les seules preuves retrouvées sur les lieux sont 3 douilles de calibre 22. Les assassins ont vraiment été très méticuleux. Je me souviens m'être dit, j'espère qu'on va y arriver. Les autopsies permettent d'évaluer l'heure de la mort entre 21h30 et 22h. Elles révèlent aussi la brutalité du crime. La personne qui a tué Ray a maintenu son arme sur sa tête et a pressé la détente plusieurs fois pour s'assurer qu'il soit vraiment mort. 48 heures après le double meurtre, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un début de piste. Et les membres de la famille Yoakum se font discrets. On se disait que les meurtriers en avaient peut-être après notre famille, on ne savait pas ce qui se passait. La première chose qu'on ait faite, c'est d'engager du personnel pour la sécurité. On avait des gardes du corps, et mon beau-père aussi. Je devais présenter ma carte d'identité pour rentrer chez moi. On avait vraiment peur à ce moment-là. Je ne dormais que d'un œil. J'ai mis du temps à retrouver le sommeil. Les habitants les plus éminents de la commune vivent dans la terreur. Et la police subit une pression énorme pour retrouver les tueurs avant qu'ils ne frappent à nouveau. Ils se mettent alors à chercher des indices dans le passé de la famille Yoakum. Le père de Ray, Adley Yoakum, fut l'un des premiers à s'installer dans la vallée. Il avait quitté l'Oklahoma au plus fort de la Grande Dépression, avec seulement $10 en poche. Adley Yoakum a installé sa famille ici pour prendre un nouveau départ. Il connaissait un peu l'agriculture et c'est pour ça qu'il s'est installé ici. Pendant 6 ans, Adley et ses 4 fils travaillent sans relâche dans les champs de coton. Mon grand frère ramassait entre 300 et 350 kilos de coton par jour. Un ouvrier moyen n'en ramassait pas plus de 200 kilos. Il était vraiment très bon. Je les entendais dire que les temps étaient durs, qu'il était difficile d'acheter à manger, d'élever une famille. Tous les garçons travaillaient pour aider. Enfin, en 1942, la famille a amassé suffisamment d'argent pour acheter une vieille maison entourée de 26 hectares de terre pour cultiver leur propre coton.
Mon père les poussait vraiment, il travaillait dur. La plupart des familles de la région ne travaillaient pas aussi dur. Hadley a commencé à louer des terres pour ensuite les acheter. Et assez rapidement, il a fini par avoir une très grande propriété. Depuis son adolescence, Ray est un agriculteur appliqué et passionné. Ray Yoakum était réputé pour ses champs de coton les plus beaux du comté de Kings. Ces sillons étaient si réguliers que l'eau s'y écoulait en ligne parfaitement droite. Si quelqu'un était capable de changer la terre en or, c'était bien Ray. Les Yoakum étaient une famille d'agriculteurs qui avaient réussi, et ils avaient obtenu cette réussite à la sueur de leur front. Ils l'avaient mérité. Les Yoakum se diversifient et commencent à cultiver également du blé et des haricots. Rapidement, la famille ramasse l'argent à la pelle. Le travail de la terre était sans aucun doute une passion pour Ray. Mais avec Gail, ils savent aussi prendre du bon temps. Et vu l'argent qu'ils gagnent, ce n'est pas un problème. À peu près tous les week-ends, on sortait. Ray avait une voiture de course, il avait également un hors-bord, avec lequel il faisait aussi des courses. Gail adorait le tennis. Elle jouait presque tous les jours. Ils aimaient aussi le ski. Ils avaient une propriété sur les pistes. Les Yoakum côtoient les personnalités les plus en vue de la vallée. Ils assistent aux cocktails les plus huppés, partent en vacances dans les îles grecques, mais ils ne renient jamais leurs humbles origines. Gail avait une place importante dans l'organisation pour la jeunesse agricole et était très active dans les associations de parents d'élèves. Pendant plusieurs années, elle a aussi fait partie d'autres groupes en faveur des enfants handicapés. L'empire des Yoakum continue de s'étendre et tout semble leur réussir. Mais il y a un mouton noir à la ferme qui menace de réduire à néant toutes ces années de dur labeur. Avant leur mort prématurée, Ray et Gail Yoakum semblent avoir atteint la réussite. Une exploitation prospère, une fortune s'élevant à plusieurs millions de dollars et beaucoup de temps libre. Mais les enquêteurs découvrent qu'ils avaient malgré tout un gros problème que l'argent ne pouvait pas résoudre, leur fils, Kevin. En voyant Kevin, on aurait dit un enfant de cœur. Mais ce n'était pas le cas, il avait vraiment des problèmes. Kevin était très discret. Quand je le voyais à l'école, il disait bonjour, mais gardait toujours les yeux baissés. Je ne crois pas qu'il ait eu des problèmes jusqu'à l'adolescence. Quand il était petit, il était adorable. Et ensuite, j'imagine qu'il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Alors que Tiffany travaille dur et réussit très bien à l'école, son petit frère Kevin est complètement différent. Il n'a jamais vraiment travaillé sur l'exploitation. Tout ce que Ray lui laissait faire, c'était passer le balai, nettoyer, faire le ménage. Et Kevin détestait ça. Son père était très exigeant. Il voulait que son fils travaille dur, comme lui et sa famille l'avaient fait avant lui. Kevin ne semble pas avoir hérité de ce gène. L'adolescent ingrat n'a pas l'intention de se fatiguer. Il préfère profiter simplement de la fortune de ses parents, aller à la plage et faire la fête avec ses amis. Les Yoakum font tout pour motiver leur fils. Ils lui font suivre une thérapie familiale, utilisent la manière forte et essaient même de l'acheter. Ses parents lui ont acheté une superbe voiture, toute neuve. Pour un gamin à cette époque-là, c'était une voiture de grand luxe. Son père lui a dit qu'il n'aurait qu'à la payer en travaillant sur l'exploitation. Mais il ne l'a pas fait. Donc, qu'a fait son père? Il lui a repris la voiture. Ray était un père assez sévère. Et Kevin le supportait mal. Kevin a rétorqué « Si je ne peux pas avoir la voiture, personne ne l'aura. » Il a pris un maillet et il a commencé à taper dessus. Il a crevé les pneus. Voilà le genre de problème que Ray pouvait rencontrer avec Kevin. À 15 ans, Kevin quitte le domicile familial pour aller s'installer chez des amis. Ses parents et lui ne s'adressent presque plus du tout la parole. Je pense que ses parents ont été tout aussi soulagés que lui par ce départ. Ils n'avaient plus aucun contrôle sur lui. Je sais que Ray avait fini par avoir un peu peur de lui. Tout ça nous a interpellés. On se posait des questions sur lui. La police convoque Kevin pour l'interroger. Celui-ci admet qu'il avait une relation difficile avec ses parents, mais il nie formellement avoir un quelconque rapport avec leur assassinat. Les enquêteurs découvrent ensuite qu'en effet, il a un alibi solide. Des dizaines de témoins affirment l'avoir vu en ville avec Tiffany au moment du meurtre. Kevin mangeait au restaurant avec Tiffany ce soir-là. Tiffany cherchait à réconcilier Kevin avec leurs parents. Tiffany voulait qu'ils viennent passer Noël avec eux pour que la famille soit réunie. Mais Kevin n'était pas très coopératif. Il n'en avait pas envie. Kevin est donc écarté de la liste des suspects et les enquêteurs retournent à la case départ.
L'église était pleine. Il y avait des voitures garées partout, à 500 mètres à la ronde. Tout le monde connaissait les Yocum et leur intégrité. Ils aimaient Ray et Gail. Ils sont venus leur rendre hommage ce jour-là. Mon grand-père était anéanti. C'est très dur d'enterrer son fils, son enfant. Il ne s'en est jamais remis. La police met en place un standard téléphonique dédié aux appels de personnes susceptibles de leur apporter des éléments nouveaux. Aussitôt, les appels affluent. C'est un travail énorme, mais il faut s'atteler à la tâche et se concentrer. Et c'est ce qu'on a fait. Certaines personnes étaient persuadées qu'il s'agissait d'un crime lié à un culte ou d'un cambriolage, mais personne n'avait rien pour corroborer ces hypothèses. Mais un appel anonyme attire l'attention des enquêteurs. Quelqu'un a appelé pour dire qu'il avait des informations sur le coupable. Il avait le nom des personnes impliquées. La personne conseille aux policiers de surveiller de près John Cox et Jamie Spanky, deux jeunes gens du coin. Spanky, un lycéen de 17 ans, a déjà été arrêté pour avoir tenté de tuer son beau-père. Il a sonné à la porte, son beau-père a ouvert et il lui a tiré dessus à 5 reprises. Le beau-père a survécu, Spanky a échappé à la prison parce que selon les autorités, il avait subi des violences. Le soir où les Yocum ont été assassinés, Jamie dit qu'il était avec sa petite amie et celle-ci confirme l'alibi à la police. On a donc demandé à Jamie et à sa petite amie de venir au poste de police pour vérifier leur alibi. Ils disaient avoir passé la soirée ensemble. On leur a demandé s'ils connaissaient John Cox et ils ont répondu que oui. Cox, lui aussi, a une réputation trouble. C'était un type un peu fou, qui avait un comportement étrange. Une fois, il avait dit à un de ses professeurs qu'il voulait devenir tueur à gages. Cox n'était absolument pas nerveux, tout comme Spanky. And there are some people talking. Talking. Okay. How do you know the person's not saying that? It's not trying to save their own ass. Well, that's classical mine too, but I think that we've got some pretty accurate information. Again, you might not, because I didn't do it. I mean, I don't care what anybody says. I can walk into somebody's house and shoot them. That's not me. Il avait une image de voyou. Si on n'était ni un grand sportif ni un bosseur, on passait pour un voyou. Il avait cette image. J'avais l'impression qu'ils en savaient plus que ce qu'ils nous disaient. Mais comment les faire parler? Les policiers fouillent la voiture de Spanky et ce qu'ils y trouvent a de quoi les étonner. Une douille de calibre 22. Les experts en balistique la comparent alors aux douilles trouvées sur la scène de crime. Une douille utilisée comporte des stries laissées par l'arme qui a servi à tirer. Et là, les stries correspondaient parfaitement. J'en ai immédiatement conclu que la balle avait été tirée par l'arme du crime. J'étais absolument ravi. Je me suis dit qu'on était sur la bonne piste. Spanky devait forcément savoir quelque chose puisque la douille avait été retrouvée dans sa voiture. Il devait avoir une explication. On pourrait croire que les jeunes gens de Hanford aiment boire des bières, traîner dans les villages et faire la cour aux jeunes filles. Pas qu'ils assassinent d'honnêtes gens dans leur salon. Quelle charmante image de la vie à la campagne. Et l'affaire est sur le point de devenir encore plus troublante. Quand les enquêteurs découvrent que la douille trouvée dans la voiture de Spanky correspond à l'arme du crime, ils sont convaincus que le jeune homme de 17 ans en sait plus qu'il n'en dit. Il répétait que non, qu'il n'avait rien fait et qu'il ignorait comment cette douille était arrivée là. Il avait peut-être pris quelqu'un en voiture et elle serait tombée de sa poche. Il essayait de trouver des raisons pour expliquer ça. Puis il a fini par demander à parler à son père. Mais avant de laisser M. Spanky parler à son fils, les enquêteurs emploient un stratagème éprouvé. Ils mentent et racontent au père de Jamie que son fils est déjà passé aux aveux. Pensant n'avoir plus rien à perdre, M. Spanky raconte tout ce que Jamie lui a dit à propos de son implication dans le meurtre. Jamie told you was the details going out there and I know that. He didn't come to you about it. But Jamie said he drove both of them out there. Yeah. Okay. And that the other kid was nervous and he said he was going to run off. Yeah. En ce qui concerne le mobile, le père de Spanky explique que Jamie écoutait du heavy metal depuis peu. Et il pense que le double meurtre devait faire partie d'un rituel satanique. And they go kill animals. Now, I was sick when I heard that my own kid would even believe in something like that. Just like that Charles Manson, he was in that cold here, and he got those other people to believe in him and so forth, and those kids, stuff that he told them to do, they didn't, I don't think they even realized what the hell he was in.
So I think we go back to Jamie and see, he is willing to help us himself. Le père entre dans la pièce, et évidemment, il y a des micros. Je suis dans la pièce à côté pour écouter. Le père dit à Jamie, ils ont tout découvert. Ils m'ont dit qu'ils savent tout, donc je leur ai raconté ce que tu m'as dit. Et Jamie lui a répondu, tu as fait quoi? C'est un coup dur pour Spanky, dénoncé par son propre père. Le jeune homme n'a plus qu'une solution pour s'en sortir, il doit passer aux aveux. Il a avoué. Il nous a dit comment ça s'était passé. Jamie avoue avoir emmené John Cox et son meilleur ami, Mark Lawson, en voiture jusqu'à la maison des Yocum la veille du meurtre. C'est un soir de décembre, il fait nuit, tout est calme. Spanky gare la voiture à une centaine de mètres de la maison. Mark Lawson et John Cox descendent de la voiture. Cox et Lawson s'approchent de la maison à pied, dans l'intention de tuer ses occupants. Mais un simple coup du sort les fait changer d'avis. Ce soir-là, Tiffany était également présente dans la maison. Juste au moment où les garçons s'apprêtent à entrer, Tiffany ferme la porte à clé, comme elle en a pris l'habitude à la fac. Elle ne savait pas qu'ils étaient là, mais ça lui a sauvé la vie. Spanky dit avoir déposé à nouveau Cox et Lawson près de chez les Yocum le lendemain soir. Et pendant qu'il rentrait chez lui, ils ont mis leur projet à exécution. Ils ont descendu la rue jusque chez les Yocum, qui étaient chez eux, en train de vaquer à leurs occupations. Ray lisait le journal, Gail regardait la télé. C'est là qu'ils ont fait éruption et les ont abattus. Les deux jeunes fouillent ensuite la maison pour faire croire à un cambriolage, puis tentent de s'enfuir avec la voiture des Yocum. Mais ils ne trouvent pas les clés. Ils rappellent alors Spanky pour qu'il vienne les chercher. Mark était surexcité. Avec l'adrénaline, il répétait « On l'a fait, on a réussi, on les a tués tous les deux. » La cervelle de Madame Yocum a éclaté partout dans le salon. Jamie ne les croit pas, et Lawson lui montre ses gants. Il y avait du sang sur ses doigts. Jamie leur demande pourquoi ils l'ont rappelé, et ils lui répondent qu'il est aussi dans le coup. Jamie les conduit chez John, et là, il se débarrasse des armes et de toutes les preuves. Spanky raconte qu'avec Cox et Lawson, ils sont ensuite allés jeter les armes dans un canal asséché à 25 km de là. Il restait de la boue au fond du canal. Ils ont enterré les canons des fusils dans la boue, ont essuyé leurs empreintes sur les crosses avec une serviette et ont tout jeté dans un buisson. Les policiers se rendent sur les lieux et trouvent 3 fusils vides, exactement à l'endroit désigné par Spanky. Les armes sont immédiatement examinées. On voulait vérifier les stries par rapport aux douilles retrouvées. On a examiné les canons au microscope et les marques correspondaient parfaitement. L'identification a été très facile. La version de Spanky se confirme. Mais il manque toujours une pièce du puzzle, le mobile du crime. Qu'est-ce qui peut pousser 2 adolescents à entrer dans une maison et massacrer un couple tranquille? Ont-ils été poussés par Satan? Ou se passait-il quelque chose d'encore plus sinistre? Jamie Spanky a raconté à la police tout ce qui s'est passé le soir du double meurtre chez les Yocum. Les enquêteurs cherchent maintenant à comprendre pourquoi. Spanky comprend qu'il est coincé et accepte de tout révéler. Son père lui a dit qu'il devait tout avouer et qu'il pourrait sans doute trouver un accord pour s'en tirer au mieux. Le procureur était là et Spanky nous a tout expliqué. Spanky fait alors un aveu terrifiant. Les tueurs n'étaient pas satanistes. Ils avaient été payés pour commettre ce meurtre. Payés par le fils des Yocum lui-même, Kevin. J'avais vraiment l'intuition que c'était la vérité. Et en effet, les enquêteurs découvrent que Spanky et Yocum sont bien en contact, et depuis longtemps. Jamie et Kevin se sont rencontrés à force de se croiser en ville. Et ils ont commencé à traîner ensemble. Jamie, Spanky et Kevin étaient amis. Je suis même presque sûr que Kevin était allé vivre chez Jamie à un moment. Ils ont développé une certaine amitié. Ils fréquentent ensuite la même école pour adolescents difficiles. C'est là qu'ils rencontrent John Cox. Kevin faisait partie des enfants de riches exploitants. Spanky était plutôt de classe moyenne, et nous, on était plutôt pauvres. Il y avait de tout. Mais d'après Spanky, le fait d'être le fils de riches exploitants n'est pas suffisant pour Kevin Yocum. Depuis des années, il est obsédé par l'idée de vivre sans son père et sa mère. Kevin parlait beaucoup de sa haine envers ses parents. Il souhaitait leur mort. Il voulait récupérer leur fortune. Il voulait profiter de la vie à la ferme, de la vie facile, faire la fête et s'amuser. Kevin avait tout à gagner.
Presque 2,5 millions de dollars pour un gamin de 18 ou 19 ans. Kevin Yoakum avait choisi Spanky parce qu'il savait qu'il avait déjà tiré sur quelqu'un. C'était l'homme de la situation. Mais quand il en a été question, Spanky a dit qu'il ne le ferait pas. Spanky raconte aux enquêteurs qu'il n'avait pas l'intention de tuer lui-même les parents de Yoakum. Mais il dit à Kevin connaître quelqu'un qui ferait l'affaire, John Cox. John Cox avait une réputation. Il voulait être tueur à gages. Il se voyait comme un gros dur. Je pense qu'ils prenaient tout ça un peu à la rigolade au début. Et puis, à force d'en discuter, l'idée a pris de l'ampleur. Et c'est devenu un projet sérieux. Spanky dit à Kevin que s'il y met le prix, Cox serait prêt à tuer. Kevin a proposé à John 10 000 dollars pour aller tuer ses parents. Et John a accepté. Les deux jeunes gens engagent le meilleur ami de Cox, Mark Lawson, également pour 10 000 dollars. Spanky recevra 7 000 dollars pour les conduire sur les lieux. C'était une somme d'argent énorme pour John, Mark et Spanky. Spanky, Cox et Kevin pourraient vivre ensemble à la ferme, sans parents ni personne pour les surveiller. Pendant plusieurs semaines, les 4 adolescents envisagent différentes méthodes pour le meurtre des Yoakum, avant de décider de faire irruption chez eux. Kevin dessine même un plan de la maison pour le montrer à ses complices. Mais 3 jours après le meurtre, leur conspiration est révélée. La police a débarqué chez nous. Ils ont traîné John hors de sa chambre et l'ont plaqué au sol dans le salon, puis ils l'ont emmené. La police arrête Cox et Lawson, mais tous deux nient les faits et désignent leur accusateur, Jamie Spanky. Il faut toujours un bouc émissaire. Comme Spanky avait des antécédents de tentative d'homicide, il a été le premier à parler, c'est logique. Quand on se sent menacé, on attire l'attention ailleurs. Les enquêteurs obtiennent également un mandat d'arrêt contre Kevin Yoakum. Il était furieux. Il nous assurait qu'on s'attaquait à un innocent. Quand j'ai su que Kevin avait été arrêté, j'ai été stupéfaite. Je n'y croyais pas. Et j'espérais de tout cœur que c'était une erreur. Les enquêteurs essaient d'interroger Kevin, mais celui-ci exige un avocat et refuse de répondre à la moindre question. Il refusait de nous parler. On lui a énoncé ses droits et il a dit « je ne dirai rien ». Seul un monstre ferait ainsi tuer ses parents. Mais lorsque ce monstre se cache dans le corps d'un beau jeune homme riche, la justice a de quoi douter. Les journalistes affluent des 4 coins de la Californie et très rapidement, la petite communauté de Hanford ne peut plus garder cette histoire secrète. C'est devenu la folie. À un moment, un quotidien de Fresno a envoyé 5 journalistes qui posaient des questions à n'importe qui. Nous avons toujours été une famille plutôt discrète. Et là, soudain, nous étions jetés sous les feux des projecteurs. Hadley Yoakum, âgé de 82 ans, annonce que sa famille soutient Kevin à 100%. Tiffany, elle, est outrée et reste fermement du côté de son frère. Sa première réaction a été le choc. Elle nous assurait qu'il était innocent, qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Elle était furieuse. Kevin avait l'air d'un garçon très bien. Il savait être aimable et sociable en général. Beaucoup de gens ne pouvaient pas l'imaginer faire une chose pareille. De tout ce qu'on avait vu, ou surtout entendu, il devait avoir une bonne raison pour l'arrêter. Mais évidemment, on espérait de tout cœur qu'il soit innocent. Quand j'ai appris que Kevin avait été arrêté, ça a été un choc. J'avais entendu des rumeurs, mais j'espérais que ce n'était rien de plus. Mais lorsque Guy Hardin, le pasteur, rend visite en prison à Kevin Yoakum et John Cox, l'image des suspects lui semble bien plus menaçante. Ils semblaient n'éprouver aucun remords pour ce qu'ils avaient fait. Ni Kevin, ni le jeune qui avait tiré. Afin de prouver que Kevin a agi pour toucher l'héritage de ses parents, les enquêteurs se procurent le testament des Yoakum et l'examinent pour y trouver d'éventuelles empreintes récentes. J'ai découvert des empreintes digitales partielles, mais la seule empreinte exploitable se trouvait au dos de la 8e page, où figurait la liste de ce qui reviendrait aux enfants dans le cas du décès de Monsieur et Madame Yoakum. L'empreinte est identifiée et c'est effectivement celle de Kevin Yoakum. Cela signifiait que Kevin avait lu le document. Il savait ce qu'il contenait et il savait de quoi il hériterait. Kevin a donc la confirmation que ses parents ne l'avaient pas déshérité et il peut mettre son terrible plan à exécution. 3 mois après le double meurtre, le procureur commence à préparer le procès. Dans une petite ville comme Hanford, dans laquelle l'événement le plus marquant en 10 ans avait été un grand concert de country, le procès Yoakum promet d'être l'événement à ne pas manquer. Un mois après l'assassinat de Ray et Gail Yoakum dans leur salon,
Jamie Spanky, qui a servi de chauffeur au meurtrier et a tout avoué, plaide coupable à l'accusation de meurtre au second degré. Il est envoyé dans un centre de détention pour jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. John Cox a commis les meurtres le jour de ses 18 ans. S'ils étaient passés à l'acte la première fois la veille, il aurait été jugé en tant que mineur. Cox, Lawson et Yoakum sont tous jugés en tant qu'adultes pour meurtre et complicité de meurtre. Et pourtant, ils ne montrent toujours pas le moindre signe de remords. En entrant dans la salle, ils rigolaient. Ils avaient l'air de passer un bon moment. Ils faisaient les pitres comme si c'était juste un canular. 2 personnes sont mortes et eux, ça les faisait rire. Les accusés sont jugés séparément. Cox le premier. La défense de John Cox reposait sur le fait de discréditer les aveux de Jamie Spanky. Spanky avait des antécédents, il avait tiré sur son beau-père. Ils ont donc déclaré que c'est Spanky qui avait tiré et non pas John Cox. Mais les aveux spontanés de Spanky ont tendance à mettre en doute cette théorie et la faute revient aux accusés. Le procès de John Cox était intéressant, dans le sens où il s'agissait d'un gosse de 18 ans, accusé d'un crime atroce, qui ne laissait paraître aucune émotion. Même quand Jamie Spanky a témoigné contre lui. Cox est jugé coupable pour tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie. Il ne pourra pas prétendre à la liberté conditionnelle avant son 94e anniversaire. Quand le verdict est tombé, il a enfin laissé paraître son côté humain. Il s'est pris la tête dans les mains et il s'est mis à pleurer. Si son but, c'était de devenir un tueur à gages, il a réussi. Après la condamnation de Cox, son complice Mark Lawson décide de plaider coupable et accepte de témoigner contre Kevin Yoakum. Il a déclaré que c'est Kevin qui avait eu l'idée, que John avait accepté et lui avait demandé de l'aider. Et Mark a accepté. Mark était un suiveur. Il n'était pas méchant, mais il semblait n'avoir aucune ambition personnelle. Ça lui convenait d'avoir le second rôle. Il était Robin et John était Batman. Lawson raconte aux enquêteurs que c'est Cox qui a tiré sur Gail Yoakum, mais qu'ensuite, son arme s'est enrayée. Le procureur présente l'arme en question comme pièce à conviction. Ray s'est alors levé pour les arrêter et John a reculé en hurlant à Mark. « Descends-le, tue-le » Lawson avoue avoir tiré sur Ray Yoakum à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il tombe à terre. John a demandé à Mark de l'achever, mais Mark répétait qu'il ne pouvait pas, qu'il n'y arriverait pas. John lui a pris l'arme, l'a pointé sur la tête de M. Yoakum et a vidé le chargeur. En échange de son témoignage, Lawson obtient une peine de seulement 8 ans en centre de jeunes détenus. Mark Lawson a assassiné Ray Yoakum et a été libéré à l'âge de 25 ans. S'il était jugé aujourd'hui avec le durcissement des lois, il serait encore en prison. 18 mois après le meurtre de ses parents, Kevin Yoakum rejette l'offre de plaider coupable. L'affaire est renvoyée devant le tribunal. Je me suis dit que ça allait être un sacré procès. Il y avait de l'argent, un héritage, un fils de bonne famille et un couple de travailleurs respectables et très en vue dans la région. La défense a un atout de taille. La sœur de Kevin, Tiffany, sa plus fidèle alliée. Elle a témoigné en disant qu'elle était convaincue que Kevin n'était pas impliqué dans le meurtre de ses parents. Tout dans son attitude et dans son témoignage indiquait qu'elle soutenait Kevin. Kevin surprend le tribunal en montant lui-même à la barre pour assurer sa défense. Il prétend que ses 3 amis ont agi entièrement seuls. Kevin admet qu'il a sans doute plaisanté avec eux sur le sujet, mais affirme que les 3 autres ont pris leur décision seuls, dans l'espoir qu'une fois ses parents morts, il les invitera à s'installer chez lui. Il est resté à la barre pour le contre-interrogatoire pendant 1 jour et demi. Il répétait très posément « C'est pas moi. Non. » Il a nié tout le long. « Étiez-vous impliqué? Est-ce que c'était vous? » Non, non. Le procès dure 2 mois. Après 9 jours de délibération, le jury déclare Kevin Yoakum coupable d'association de malfaiteurs et d'incitation au meurtre. Il le condamne à 26 ans de réclusion. Mais le jury ne se prononce pas sur l'accusation d'homicide volontaire. Kevin était déçu du verdict, mais il gardait un certain espoir. Mais la chance est en train de tourner pour Kevin. Tiffany a lu dans le journal qu'il avait aussi envisagé de la tuer. À présent, elle accepte de travailler avec la police. 4 mois plus tard, Kevin va en appel. Il est à nouveau jugé pour meurtre. Mais cette fois, c'est sa sœur qui tient le devant de la scène. Le moment le plus fort du procès est le témoignage de Tiffany. Elle, qui a été le meilleur soutien de Kevin, renonce finalement à son rôle de grande sœur. Après la découverte du corps de leurs parents,
Tiffany a serré son frère dans ses bras et Kevin s'est mis à pleurer. Au procès, on lui a demandé si elle pensait qu'il avait joué la comédie. Et elle a répondu « Sur le moment, non. Mais maintenant, oui. Je crois qu'il jouait la comédie. » La révélation de Tiffany change tout. Cette fois, le jury déclare Kevin coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Kevin était anéanti quand le verdict est tombé. Et il était convaincu qu'il arriverait à faire tomber l'accusation. Il n'en revenait pas que le jury voit l'affaire sous un autre angle que lui. Kevin Yoakum est condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Il voulait l'argent, sans avoir à obéir à ses parents. Il voulait juste récupérer l'argent et mener la belle vie. Il n'avait plus envie de les avoir sur le dos. Si tout cela n'était pas arrivé, Ray l'aurait sans doute pris comme associé. Kevin était un peu trop pressé d'avoir l'argent, j'imagine. La ferme des Yoakum était vraiment immense. De grands espaces, des champs à perte de vue. Il était libre de ses mouvements. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de bien se tenir. Maintenant, il vit dans une cellule minuscule. Qu'il grandisse dans un bel appartement ou dans une ferme, un enfant gâté reste un enfant gâté. Pour Kevin, une vie passée en prison lui servira sans aucun doute de leçon. C'était Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.